Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Et oui, comme vous avez vu dans la miniature, aujourd'hui je vais vous parler de Massacre à la tronçonneuse. Mais attention, l'original de 1974, pas les nombreux remakes, suites, spin-off, préquels, tout ce qui s'ensuit, ni non plus le tout nouveau Massacre à la tronçonneuse, suite de l'original, qui vient de sortir sur Netflix. Non, je vais vous parler de l'original de Tobe Hooper, sorti en 74. Je vais vous dire tout ce que j'en pense, et je vais commencer par vous dire que c'est la première fois, en 2022, que je vois le film en entier. Non pas que je n'avais jamais vu le film, je l'avais vu en partie, j'avais vu des morceaux, 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, mais je n'avais jamais vu le film dans son intégralité de manière chronologique. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Il convient d'abord de faire une petite présentation. Tobe Hooper, réalisateur qui a ensuite fait Mortuary, Poltergeist et beaucoup d'autres. Poltergeist en collaboration avec Steven Spielberg, est un des grands maîtres de l'horreur qui se hisse dans la notoriété au niveau de Wes Craven, John Carpenter, Sean S. Cunningham et beaucoup d'autres qui sont tous des héritiers, il faut le dire, de Alfred Hitchcock et de son Psychose sorti en 1960, mais on y reviendra. Tobe Hooper réalise en 1974 ce film au Texas pour un budget à l'époque de 140 000 $. Alors on pourrait faire la conversion pour savoir combien ça coûte aujourd'hui, mais je ne trouve pas ça pertinent parce que les dollars dépensés à l'époque, c'était à l'époque et pour moi ça ne sert absolument à rien de convertir aujourd'hui avec l'inflation. Donc le film a coûté 140 000 $ et en a rapporté 30 millions. Ça a été un tournage extrêmement difficile, des acteurs tous inconnus, un acteur, Gunnar Hansen, qui joue le rôle de Leatherface, alias Gueule de Cuir, pour qui c'était le premier rôle, qui s'est essayé à l'horreur, un Islandais de 1,93 m dont on ne voit jamais le visage, et qui, je dois dire, est le plus gros point fort du film, et des acteurs qui ont été traumatisés pendant un long moment. Un tournage, et ça je ne l'ai pas inventé, hein, je dois dire que je l'ai lu sur Wikipédia, un tournage qui s'est fini sous influence du cannabis pour les dernières scènes, parce que c'était très difficile à tourner, tellement l'équipe était plongée dans l'horreur. Ils se sont tous blessés parce qu'ils tournaient avec une vraie tronçonneuse, ils tournaient avec de vrais outils, des vrais marteaux, ils se sont pris des coups, ils se sont coupés à coups de rasoir. Ça a été un tournage qui a été intense, 7 jours sur 7, qui a duré de nombreuses heures dans la chaleur du Texas. Ils étaient tous épuisés, ils sombraient quelque peu dans la folie à la fin du tournage. Mais voilà, le tout a été mis sous bobine, sous pellicule, et il est sorti en 74. Et malgré toutes les coupes qui avaient été faites par le réalisateur Tobe Hooper pour que le film soit, alors non pas tout public, mais soit pour un grand public, le film a été classé X, autrement dit au même rang que les films porno interdits aux moins de 18 ans. Et par la suite, malgré d'autres coupes, ça sera un peu moins dur, mais ce sera du Restricted R, donc R, c'est-à-dire déconseillé aux mineurs de 17 ans non accompagnés, ce qui correspond chez nous à moins de 16 ans. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, il sera interdit. Et en France, il sera interdit aussi, ne sortira qu'en 1982 avec une interdiction au moins de 18 ans, une interdiction avec avertissement. Et aujourd'hui, le film bénéficie d'une interdiction au moins de 16 ans. Je reviendrai sur cet aspect de la violence, sur cet aspect de l'interdiction, est-ce que pour moi c'est justifié ? Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui est considéré comme un chef-d'œuvre, au minimum un film culte, au même rang que Halloween, au même rang que Psychose pour certains, au même rang que La colline à des yeux, Vendredi 13, Les griffes de la nuit, bref, tous ces films qui sont les premiers de longues séries qui encore aujourd'hui viennent hanter nos salles de cinéma, nos lecteurs Blu-ray et autres plateformes de SVOD. C'est un film précurseur, c'est un film qui dit se baser sur des événements réels, ce qui est en partie vrai, mais qui est surtout inspiré du regard que portait le réalisateur Tobe Hooper sur l'Amérique de l'époque. On est dans l'Amérique du Watergate, on est dans l'Amérique du Vietnam, vous voyez les années 70. D'ailleurs, les personnages font très années yéyé dans leurs habits, dans leur mentalité, dans leur van, le véhicule.
Et donc, commençons par tout simplement les points forts et les points faibles. Et je vais commencer par les points faibles parce que oui, pour moi, ce film n'est pas un chef-d'œuvre. Il y a énormément de points faibles, malheureusement. Et je commence par les acteurs qui jouent pour moi, mais j'ai rarement vu des acteurs jouer aussi mal dans des films de cette époque-là. Je vous parle de films de cette époque-là, c'est-à-dire la même époque que Halloween, qui est sorti seulement 4 ans après, qui est un chef-d'œuvre absolu pour moi, quasi irréprochable. Je vous parle de films comme La colline à des yeux, sorti en 76, à peine 2 ans plus tard. Je vous parle de films même sortis avant, comme Les oiseaux de Hitchcock ou Psychose. Oui, ces films-là avaient des interprètes de très haut niveau, mais ça n'est pas le cas de Massacre à la tronçonneuse. On est sur des dialogues qui sont au minimum ridicules, agaçants, même, je dirais, sur une quasi-absence de dialogue. C'est des banalités absolues. Une fille qui lit son horoscope, une autre qui dit que la chaleur est insupportable, 2 autres qui disent qu'ils vont aller qu'ils vont aller se baigner. Vous voyez, on est sur ce niveau de dialogue-là. Il n'y a absolument aucune profondeur dans les dialogues. Et ça joue extrêmement mal. Les acteurs ne font que râler. Leur personnage ne fait que râler. Ils ne font que se plaindre. Et puis, Marilyn Burns ne fait que crier. Marilyn Burns, c'est Sally, le personnage principal, la survivante du film. Elle ne fait que crier pendant 1h24. Alors on va dire la première demi-heure non, parce qu'ils ne sont pas encore confrontés à l'horreur. En tout cas, pas totalement. Mais à partir du moment où ils sont confrontés à Leatherface, ils ne font que crier. Elle ne fait que crier. Et c'est franchement assez insupportable. Hystérique. On a envie de mettre des gifles au personnage pour qu'il arrête littéralement de crier. Donc c'est une interprétation qui pour moi est assez catastrophique. Au niveau du scénario en lui-même, alors il y a le scénario et il y a l'ambiance et l'intention du réalisateur de retranscrire une certaine folie. Au niveau du scénario en lui-même, c'est totalement incohérent, mais j'ai envie de dire ça, c'est l'apanage de énormément de films d'horreur. Pourquoi? Parce que à chaque fois, et j'ai l'impression que c'est fait exprès, et c'est ce qui m'agace le plus dans les films d'horreur, j'ai l'impression qu'on rend les personnages tellement débiles qu'ils prennent les pires décisions possibles. C'est du 100% spoilers, cette vidéo, donc voilà comment ça se déroule le début du film. Ils vont au Texas, en ce moment au Texas, donc en 74, dans le scénario, les tombes d'un certain cimetière commencent à être pillées, à être ravagées, à être profanées, et eux, ils vont voir la tombe de leur grand-père, donc Sally et son frère Frankie, accompagnés de leurs amis. Ils vont aller voir la tombe de leur grand-père et s'arrêter, passer la nuit dans la maison de leur grand-père, la maison d'enfance. Et sur le chemin, ils prennent un autostoppeur. Déjà, l'autostoppeur a une tête de dégénéré. À quel moment des personnages sains d'esprit se disent ça va être une bonne idée, alors que le contexte, c'est à ces endroits-là des tombes pillées, profanées, à quel moment ils se disent on va prendre un personnage qui est totalement dégénéré. Mais admettons, on va dire qu'ils sont généreux, on va dire qu'ils vont passer par-dessus leur a priori sur le physique de la personne, ils prennent le personnage en autostop. Et là, ils leur racontent des choses, mais qui sont abominables. Ils leur racontent qu'il aime travailler dans un abattoir et faire souffrir les animaux. Il aime bien éventrer et dépecer les animaux vivants. Donc vous voyez, à ce moment-là, moi personnellement, j'éjecte le personnage du van, du camion, à coups de pelle, à coups de botte, s'il le faut. Mais non, les personnages vont continuer. Ils vont même lui donner un couteau, parce que le monsieur leur demande un couteau, l'autostoppeur. Et il va commencer à s'ouvrir la main, à s'entailler, avec du sang qui va pisser de partout. Alors là, ils vont tous commencer à crier. Et puis, il va les prendre en photo. Il va leur proposer de leur vendre la photo, mais ils ne vont pas vouloir l'acheter. Alors, contrarié, il va commencer à mettre le feu à la photo. Tout ça, alors qu'ils ont ramassé un autostoppeur qui avait une tête franchement de dégénéré. Soit, c'est le début du film. On pourrait se dire que, quand on traverse déjà une expérience comme ça, on va pas s'arrêter au Texas et on va vite continuer son chemin, on va vite rentrer à la maison.
Mais non, ils s'arrêtent dans un endroit pour faire le plein du carburant. Et là, le tenancier de la boutique leur dit « Je n'ai pas de carburant, je vais être livré ce soir, en attendant », qui a l'air très sympathique. En réalité, il s'agit d'un des membres de la famille du psychopathe. Il leur dit « N'allez pas dans cette maison, là où vous voulez aller, elle est dangereuse. Restez plutôt, je vous invite à manger, vous faites votre plein et vous pourrez continuer votre chemin. » Des gens sains d'esprit auraient dit « Ok, c'est une bonne idée, on va pas aller dans la campagne, dans un endroit où potentiellement il y aurait d'autres psychopathes comme l'autostoppeur. Pourquoi ne pas rester là, attendre la livraison du carburant, faire le plein et partir ?» Non, ça n'est pas ce qu'ils vont faire. Ils vont aller, alors qu'ils n'ont quasiment plus de carburant, ils vont aller dans cette maison. Et là, forcément, ils vont tomber sur Leatherface. Et ils vont se faire tous dépecer les uns les autres. Sur les 5 personnages que l'on suit, il y en a 4 qui vont mourir, les uns après les autres. Seul Sally va rester en vie à la fin du film, au prix d'efforts assez inouïs pour se débattre. Mais voilà, à plusieurs moments dans le film, les personnages, le scénario aurait pu faire en sorte que les personnages aient des décisions intelligentes. Ça n'est pas le cas. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est rarement le cas sur les films d'horreur. C'est pour ça que j'aime pas les films d'horreur aussi. Parce que c'est prévisible du début à la fin. On sait que, quelles que soient les actions des personnages, ils vont faire les actions les plus débiles qui soient, les plus stupides, qui va les conduire forcément au meurtre. Et pour moi, ça tue la crédibilité. Mais là n'est pas le sujet du film. Le film veut sonder la folie. Et là, c'est là où on rentre dans la force du film. Parce que tout ce que je viens de vous dire, les acteurs qui jouent mal, les décisions donc à la fois scénaristiques, mais aussi des acteurs qui jouent mal, qui sont stupides, parce que les acteurs sont mauvais, tout ça accompagné d'une manière de filmer qui est assez médiocre, je dois le dire. Voilà, on n'est pas sur une réalisation de très haut niveau. En tout cas, dans la première partie du film. Tout ça est vite éclipsé dès que l'on voit la première apparition de Leatherface. Et là, on prend conscience de l'horreur du film. Là, on prend conscience de la force de Leatherface et de cet acteur Gunnar Hansen qui fait 1m93, qui est imposant. Et on voit nos personnages qui sont littéralement, qui ne font pas le poids, qui se font empaler sur des crochets et qui se font découper. Et là, dans cette maison jonchée de plumes de poulet, abrités dans des cages, emprisonnés dans des cages qui ne font que piailler, avec des plumes partout, dans la crasse la plus totale, on voit des décors d'un macabre absolu. On voit des abat-jours faits de peau humaine, comme dans Psychose. On voit des chaises faites d'ossements d'animaux et d'ossements humains, des crânes humains qui servent de lampes. C'est l'horreur la plus totale. On rentre dans un autre univers. On bascule en quelques secondes dans la terreur. Et oui, je dois le dire, j'ai été impressionné. Je ne vais pas dire que j'ai flippé parce que je savais déjà ce qui se passait, j'avais vu des extraits, mais c'est vrai que on bascule clairement dans la terreur et je peux comprendre que les acteurs aient été traumatisés par le film et je peux comprendre que Marilyn Burns, quand elle criait, elle ne faisait pas semblant. Elle criait vraiment parce qu'elle flippait. Donc oui, l'ambiance est assez phénoménale. Vous avez ces gris-gris qui font ambiance un petit peu surnaturelle, ésotérique, superstitieuse, ces gris-gris avec ces espèces d'attrape-rêves, de talismans, avec des os humains, des os d'animaux dépecés. Vous avez cette chaise qui est assez impressionnante, cette espèce de canapé qui est fait avec des os humains qui représenterait quelque part un squelette déployé. C'est visuellement assez impressionnant. Et là, on s'aperçoit du talent de Tobe Hooper. Dans la première demi-heure, on se dit on est sur un film d'horreur, mais médiocre, d'une médiocrité absolue. Comment un film comme ça a pu avoir du succès? Et on comprend avec la deuxième partie du film, principalement les 40 dernières minutes du film, que oui, on est sur un film d'horreur comme il n'y en a pas deux, un film d'horreur qui change la face des États-Unis, qui change la face de l'Amérique, qui crée une psychose dans les salles. Les gens sortent de la salle écœurés avec des nausées. Et je comprends donc l'interdiction au moins de 18 ans à l'époque. On n'a pas vu des choses comme ça. Bien évidemment que la violence existe à l'époque. Il y a déjà
les films d'horreur italiens, le giallo. Mais aux États-Unis, des films qui sortent comme ça, il y en a très peu. Et même Hitchcock n'est pas aussi violent avec son Psychose qui sort en 1960. Et même par la suite, John Carpenter avec Halloween sera beaucoup moins violent. Il faudra attendre d'avoir les slashers comme les Vendredi 13 ou les Griffes de la Nuit, donc tous les Freddy. Mais là encore, ça ne sera pas exactement la même chose que Massacre à la tronçonneuse. On sera sur du gore à l'excès, visible. Ce sera volontairement parfois humoristique. Alors que là, dans ce film, il n'y a absolument rien d'humoristique. Même lorsque l'on va voir la famille de cannibales réunis, donc Leatherface, son frère qui est l'autostoppeur, le père, ou alors le troisième frère, je n'ai pas exactement compris si c'était le père ou le troisième frère, le tenancier de la boutique, et le grand-père. Alors là, le grand-père, c'est vraiment une séquence flippante, je vais y venir dans quelques secondes. Quand on voit toute cette famille réunie, en train de manger de la viande humaine, en train de rire aux éclats, alors que notre personnage, Sally, est mais plus que terrifié. La peur la prend au plus profond de ses entrailles. On sent vraiment. Et là, je dis oui, Marilyn Burns, oui, je comprends qu'elle ait été encensée. C'est une des meilleures Scream Queens de l'histoire. J'ai rarement vu une actrice crier autant dans un film d'horreur. Elle crie bien plus que Jamie Lee Curtis dans Halloween. Là, oui, on comprend toute l'horreur parce qu'il n'y a pas d'humour. Et on comprend que d'un moment ou à l'autre, elle pourrait se faire découper, se faire éventrer. Mais ça n'est pas le plus gros point positif. Et là, je fais une petite dédicace à mon ami Alexandre, la critique de Néo, qui n'aime pas trop ce film, je le sais, qui a préféré la suite sur Netflix. Allez voir sa vidéo, il a encensé la suite sortie sur Netflix, que je ne regarderai pas, qui ne m'intéresse pas malheureusement. Le film, hein, allez, la critique, je l'ai regardée, allez la voir, elle est très intéressante. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa vidéo, de sa critique de Massacre à la tronçonneuse 2022 dans la description. Allez voir dans la description, vous trouverez sa critique du dernier film sorti. Mais je fais une petite dédicace parce que pour moi, le plus gros point fort, c'est ce que certains reprocheront au film. Et je peux le comprendre. Je peux comprendre qu'on fasse ce reproche, surtout quand on aime le gore, mais moi je déteste le gore. Je déteste ça. Et le plus gros point fort pour moi, c'est qu'il n'y a pas de gore dans le film. Il y a une ambiance macabre, il y a une ambiance de terreur, mais à aucun moment on ne voit le sang gicler, à aucun moment on ne voit le corps se faire littéralement découper. Tout ça est filmé hors champ, soit c'est suggéré, soit c'est filmé hors champ. Et là, je dis bravo, parce que c'est le genre de film que j'aime. Moi, les films d'horreur que j'aime, c'est où il n'y a pas de gore, où tout est suggéré ou bien filmé hors champ, mais où l'ambiance est lourde et palpable. Et les autres films que je n'aime pas, c'est tout ce qui est paranormal du style L'Exorciste. Vous ne trouverez jamais de critique de L'Exorciste sur ma chaîne. Loin de là. Et même, je ne regarde même pas de critique de ce film-là. Je ne cautionne pas ce genre de film. Tout ce qui est extrêmement paranormal, possession, exorcisme, démon, ce genre de choses, à moins que ce soit fait sous forme d'humour dans des comédies et encore. Mais sinon, voilà, je ne regarde pas du tout ce genre de choses. Je n'aime profondément pas ça. Mais moi, je dis bravo Tobe Hooper. Parce que avoir fait toute cette ambiance terrifiante, parce que c'est terrifiant. C'est terrifiant de voir ces visages filmés de près, en train de se délecter de l'horreur et de la peur, presque en train de se nourrir de la peur du personnage de Sally, dont les yeux sont filmés en gros plan, les yeux exorbités, on voit la pupille, on voit les vaisseaux sanguins dans les yeux, on sent la peur, et on voit ces gens-là se délecter de sa peur. Moi je dis, avoir réussi à faire ça, sans tomber dans le gore, sans nous montrer des gerbes de sang, sans nous montrer des membres en train de se faire découper, eh bien oui, pour moi, clairement, ça s'appelle le talent. Avoir réussi au final à faire un film d'horreur qui vous prend aux tripes et qui au début, c'était pas gagné, sombrer dans le ridicule, mais qui à la fin vous traumatise, oui, c'est là où on voit le talent, c'est là où on voit les grands auteurs, et Tobe Hooper est un grand auteur, alors je préférerais toujours John Carpenter, mais oui, c'est un grand auteur de films d'horreur. Pour moi, ce film se rapproche de La Nuit des Morts Vivants, c'est-à-dire
un précurseur. Il n'y a pas beaucoup de films comme ça. Il y a Psychose, qui est le précurseur d'entre les précurseurs. On pourrait remonter à beaucoup plus loin encore. On a on a bien évidemment en 68 de George A. Romero, La Nuit des Morts Vivants, dont vous pouvez retrouver une analyse complète sur ma chaîne. On a Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper en 74. On a ensuite d'autres films. Alors déjà, La colline à des yeux ressemble beaucoup dans sa thématique de famille cannibale à la Massacre à la tronçonneuse. Et ensuite, on a Halloween de John Carpenter en 79 qui va vraiment marquer à nouveau une date pivot dans l'histoire du slasher. Et malheureusement, après, le reste, on n'invente pas beaucoup de choses nouvelles. Même Vendredi 13 est une sorte de copier-coller de Halloween, mais qui se veut beaucoup plus gore. Voilà, c'est du slasher, mais ça n'invente rien de nouveau. Et il faudra attendre James Wan avec les Conjuring, où bien évidemment les Conjuring eux aussi s'inspirent de l'Exorciste. Mais voilà, il faudra attendre des nouveaux maîtres de l'horreur au XXIe siècle pour inventer une nouvelle ambiance terrifiante, mais qui moi ne me plaît pas parce que là on se base sur du paranormal. Donc oui, Tobe Hooper est un précurseur, et son film est... normal que ce film ait été interdit au moins de 18 ans à sa sortie. Alors je pense qu'aujourd'hui c'est plus nécessaire de l'interdire au moins de 18 ans parce que les jeunes jouent à des choses sur les consoles, ils jouent à des choses bien pires et ils ont vu des choses bien pires qui pourtant n'étaient pas interdites au moins de 18 ans. Donc je pense que l'interdiction au moins de 16 ans est nécessaire, clairement, parce que c'est pas un film pour les enfants. 12 ans me paraît beaucoup trop jeune pour voir ce film. Mais une interdiction au moins de 18 ans, c'est clair que c'est plus nécessaire, et d'ailleurs le film n'est plus interdit au moins de 18 ans. Moi ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui on ne s'inspire plus de ce genre de film, et qu'on ne refasse plus de ce genre de film, et qu'on sombre dans la violence graphique, le gore, les litres de sang, la chair découpée, les entrailles, les boyaux. Un des films les plus pathétiques de ces dernières années, pour moi, c'est Halloween Kills. J'en ai fait la critique sur la chaîne, maintenant je crois qu'elle a été bloquée pour cause de droits d'auteur, ou en tout cas dans certains pays, par rapport à la bande-annonce que j'avais utilisée. Mais voilà, pour moi, Halloween Kills, David Gordon Green avait commencé son film en 2018, avec le Halloween 2018, il avait commencé à bien comprendre l'esprit Carpenter, même si déjà on commençait à sombrer dans le gore excessif. Mais avec Halloween Kills, il s'est totalement planté et il nous a fait une pathétique suite sans saveur qui tombe dans l'excès de gore avec des personnages assez antipathiques qu'on a envie de voir mourir parce qu'ils sont tellement insupportables. Mais si vous enlevez le gore de Halloween Kills, que reste-t-il? Rien. Il ne reste quasiment rien du tout. Une éventuelle relecture de la peur du Covid avec cette peur qui se transmet dans l'hôpital, mais pas grand-chose. Alors que Tobe Hooper, avec son Massacre à la tronçonneuse, il n'y a pas de gore, donc en fait, il reste l'essentiel, la terreur à l'état brut, la psychopathie. Notamment à travers ce personnage du grand-père qui commence à sucer le doigt de Sally, le doigt coupé avec le sang, et qui commence à bouger de manière assez étrange, alors qu'il porte une espèce de visage. Je ne sais pas s'il porte quelque chose sur ce visage ou si c'est sa peau qui est flétrie, mais clairement on dirait un cadavre qui est en train de se réanimer, et on voit toute cette famille en train de se réjouir autour du grand-père qui suce le sang d'un humain, non pas comme un vampire, hein, mais qui vraiment comme un cannibale. Et on voit, c'est clairement une ambiance extrêmement malsaine, hein. C'est clairement une ambiance malsaine, et ça fait peur, ça fait franchement peur. Après, je vais pas vous dire, je vais pas en faire des cauchemars, hein. J'ai déjà vu des films qui sont plus gore que ça, c'est pas ce que j'aime, mais malheureusement, j'ai déjà vu d'autres films bien plus gore. Mais c'est vrai que c'est un film qui vous prend aux tripes. C'est un film qui prend aux tripes aussi parce que quand on voit Leatherface courir, il cavale comme un lapin. Et là, je me dis que si c'était moi qui courais, si j'étais à la place de Sally et que j'avais Leatherface qui courait derrière moi, oui, je sentirais le danger. Vous voyez, j'étais assis dans mon canapé confortablement, je regardais le film. Et franchement, je me disais, si j'étais à la place de Sally, je flipperais, mais grave, j'aurais tellement peur de trébucher, parce que là, on trébuche, il s'en suffit de quelques centimètres pour se faire attraper par les cheveux et se faire découper dans tous les sens. Vraiment,
les courses-poursuites entre Leatherface et Sally sont tellement tendues que j'étais accroché. Et je savais comment le film se terminait, j'avais vu la fin. Mais c'est terriblement angoissant, stressant. C'est une ambiance unique. C'est une ambiance qui est inspirée du tueur en série Ed Gein, qui a été de nombreuses fois adapté au cinéma, notamment Psychose. Psychose s'inspire de Ed Gein, le personnage de Norman Bates. Ed Gein, ce tueur cannibale qui faisait des choses avec des peaux humaines, des ossements humains, bref. Vous vous renseignez sur Ed Gein, il y a eu des documentaires, des films, des séries, tout ce que vous voulez. Donc oui, pour toutes ces raisons-là, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper en 1974, outre la relecture politique, Tobe Hooper a voulu s'inspirer de l'affaire du Watergate, des mensonges de l'État américain, du gouvernement américain, de la désinformation à cette époque-là. Outre la sous-relecture politique, où je ne vais pas rentrer dedans parce que franchement je ne me suis pas assez renseigné là-dessus, c'est une masterclass, clairement. C'est pas un chef-d'œuvre, parce que pour moi un chef-d'œuvre c'est un film qui n'a que très peu, voire aucun défaut, mais c'est une masterclass. C'est une leçon de mise en scène en matière de terreur minimaliste, et où on ne montre pas la violence, où on ne montre pas le gore, on montre de la violence, mais on ne montre pas le gore, et pourtant, on arrive à faire bien plus flipper que certains films gore d'aujourd'hui. Donc, je vous le recommande si vous ne l'avez jamais vu, mais attention, je vous le recommande si vous êtes des adultes. Je pense qu'il serait irresponsable, très clairement je le dis, de montrer ce genre de film à des enfants. Même des enfants de 15 ans, des adolescents de 15 ans, ça me paraît quand même assez léger. Essayez de regarder ce film si vous êtes des adultes, et si vous êtes des adultes que vous avez des enfants, ne le montrez pas à vos enfants. Il y a quand même une dernière chose que je veux dire. À l'époque, le film a été interdit aux moins de 18 ans, les gens étaient choqués, les gens qui allaient voir le film sortaient, ils avaient du dégoût. Et je trouve que c'était une bonne chose. Je trouve qu'aujourd'hui, la société, en presque 50 ans, donc 74, on est en 2022, mais ça fait déjà un bon moment que les gens sont habitués à une telle violence, je trouve qu'en 30, 40, 50 ans, les gens se sont beaucoup trop habitués à la violence, se sont désensibilisés, et c'est pas une bonne chose. C'est, vous savez, quand on me dit, oui, mais moi, j'ai des enfants où ils sont capables de regarder des films comme ça, ils peuvent le supporter. C'est pas une bonne chose, hein. Sachez-le. Ça veut dire que vous êtes devenu insensible à la violence. Ça veut dire que vous avez banalisé la violence. Et ça, c'est grave de banaliser la violence, parce que mine de rien, on est dans une société de plus en plus violente. À force de banaliser, ben, on fait comme si en fait c'était pas très grave. Et ça, c'est extrêmement grave. La banalisation de la violence, déjà, contribue à la violence dans notre société, contribue à une insensibilisation de la violence, et si bien que on se retrouve aujourd'hui avec des films qui parfois sont à peine déconseillés aux moins de 12 ans, comme le dernier Halloween Kills, et qui mériteraient bien plus. Ça, c'est un film, vous voyez, qui aurait dû être interdit aux moins de 16 ans lors de sa sortie cinéma, et sur présentation de la carte d'identité. Mais, parce qu'on est aussi dans une société qui cherche à faire du profit avant toute chose, on se fout des restrictions au niveau de la violence, au niveau du sexe aussi, on essaye de faire rentrer un maximum de public pour gagner du pognon, et on se fiche complètement que les jeunes soient désensibilisés. Et heureusement, et je ne remercierai jamais assez tout ce qui est CSA, heureusement qu'il existe des clips de prévention quant à la violence de certains contenus. Ces clips de prévention où on voit des enfants qui ont vu des choses hyper violentes et qui ont honte quelque part d'en parler à des adultes, mais dont on encourage ces enfants à en parler à des adultes. Donc moi je dis, ce film n'est absolument pas pour les jeunes. Et si vous êtes un jeune et que vous avez vu ce film et que ça ne vous a pas choqué, bah, sachez que vous avez un problème. Et c'est très important de mettre le doigt dessus. Parce que tous les divertissements ne sont pas pour tous les âges. Que ce soit clair, tous les divertissements ne sont pas pour tous les âges. Ce film doit être réservé aux adultes. Moi, je le regarde aujourd'hui, j'ai 35 ans, j'aurais pu le regarder avant, mais je le regarde en étant adulte. Et je trouve normal de le regarder en étant adulte et pas en étant un jeune, voire encore un adolescent. Sinon, ça contribuera encore une fois à ce qu'on ait des jeunes dans les cours de récréation qui reproduisent la violence, comme on a des séries aujourd'hui où
des jeunes ne s'aperçoivent pas que c'est extrêmement grave ce qui se passe dans les fictions et qui veulent le reproduire pour s'amuser. Ça n'est pas un amusement. Ce film n'est pas un amusement. Ce film est une réflexion sur la folie humaine, beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Ce film est un film de terreur. Ce film s'inspire de vrais tueurs en série et ne doit pas être considéré comme un divertissement juste, entre guillemets, pour s'amuser. Je sais que ce message ne plaît pas forcément, il y en a certains qui diront « Ouais, moralisateur, t'es trop sensible à la violence ». Bon, alors déjà, les gens qui sont comme ça, j'en ai strictement rien à foutre de ce que vous pensez. Si j'ai envie de le dire, je le dis. Mais voilà, comprenez bien que je suis sur ma chaîne aussi pour faire de la pédagogie quant à la violence et au sexe. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on banalise trop. Je dis pas qu'il faut zéro violence et zéro sexe, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut le faire de manière raisonnable. Et quand on le fait de manière excessive, ça doit être réservé à des publics adultes et il faut être prévenu et en parler, décanter tout ça, que ça ne reste pas dans l'esprit, parce que ça peut traumatiser et ça traumatise des jeunes. Et ensuite, ils n'ont plus le même rapport à la violence et c'est pas une bonne chose. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Massacre à la tronçonneuse, que je découvre donc dans son intégralité en 2022. J'ai bien aimé le film, je le regarderai pas forcément une deuxième fois parce que c'est pas le genre de film où je vais prendre du plaisir à regarder le film, contrairement à un Halloween de John Carpenter. Mais oui, le film n'a pas volé sa réputation de masterclass et de film culte. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Donnez-moi votre avis en commentaire. Mais sachez que, voilà, vous ne parviendrez jamais à me convaincre que la violence est banale et n'est pas si grave que ça. La violence, c'est toujours très préoccupant, surtout quand c'est des jeunes qui la regardent. Et moi, on n'arrivera jamais à me justifier un contenu extrêmement violent qui peut être vu par des enfants. Non, ça n'est pas justifiable. Portez-vous bien, je vous retrouve pour beaucoup d'autres vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir mon analyse plus complète encore de La Nuit des Morts Vivants de George A. Romero, qui là, pour le coup, je fais vraiment une analyse avec toutes les relectures possibles, y compris les sous-lectures politiques. Portez-vous bien, on se retrouve très vite pour beaucoup d'autres vidéos. Merci à tous, ciao tout le monde.